Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir. Il est 18h. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de la radio Futur Média. Il est 11h30, un journal plutôt que prévu. Vous l'aurez compris, la raison, le match de football Brésil-Sénégal prévu à midi. Les titres. Visa d'entrée au Sénégal, le gouvernement va remettre ça à une annonce du ministre de l'Intérieur, pas du goût des acteurs du tourisme. Suez, SDE, la Cour suprême tranche aujourd'hui, verdict attendu dans l'affaire de l'attribution du marché de la distribution de l'eau. Grogne des travailleurs de la santé à Ziguinchor. Ils étaient en sit-in ce matin pour réclamer le paiement de la dette due aux structures sanitaires. L'actualité internationale, dialogue politique parallèle au Bénin. Aujourd'hui, le pouvoir et l'opposition en ordre dispersé pour la recherche d'un consensus. En sport, Brésil-Sénégal, Sadio Mané et les Lions défient Neymar et compagnie. Match amical international dans 30 minutes. À Singapour. Aliouba sur la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Notre pays va restaurer le visa d'entrée pour les non-africains d'ici à la fin de l'année. C'est une annonce du ministre de l'Intérieur. Ali Nguyen évoque des raisons de sécurité. Il s'est par ailleurs prononcé sur le meurtre de 2 enfants à Touba et l'affaire de l'immeuble des Lions aux HLM Mariste. El Hadj Ndiogoudien. 4 ans après sa suppression, le visa d'entrée pour le Sénégal sera rétabli avant la fin de cette année 2019. Ali Nguyen, ministre de l'Intérieur. Nous avons besoin de savoir qui vient, qui rentre et nous avons besoin de pouvoir les contrôler. Ça aussi c'est un élément important. C'est vrai que c'est un sujet qui était à l'ordre du jour il y a de cela quelques temps, mais on ne peut pas ne pas aujourd'hui le ramener vu le contexte sécuritaire. Donc le dossier est très avancé. Nous pensons pouvoir le mettre en œuvre au plus tard cette fin d'année. Une solution qui va absolument être revue par rapport à ce qui existait, c'est-à-dire que des gens pourront même via le net demander des visas, recevoir leur visa, bien à la limite s'ils ne le font pas jusqu'à l'aéroport ou en tout cas dans d'autres postes frontières peuvent demander le visa là-bas. On mettra toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de rush. Concernant toujours la sécurité, le ministre de l'Intérieur donne des nouvelles de l'enquête sur l'affaire des 2 enfants tués dans la chambre où ils dormaient à Touba. L'enquête avance même si aucun suspect n'est encore identifié. C'est un dossier assez sérieux, vous savez, c'est difficile de suspecter quelqu'un de mort si on n'a pas des éléments probants. Mais nous, la police a été sur le terrain, la police scientifique l'a dit. Beaucoup d'échantillons, de prélèvements ont été relevés actuellement qui sont actuellement d'être analysés au niveau des laboratoires. Nous pensons qu'au sortir de cela, avec le profilage qui sera fait, peut-être que la police nous identifiera sur un suspect éventuel. Sur l'affaire de l'immeuble des Lions aux HLM Mariste, Ali Nguyen annonce des mesures d'accompagnement pour les personnes qui seront délogées. Je pense qu'ils sont en train de discuter avec SNHLM qui a quand même déjà pris des dispositions pour les accompagner vraiment pendant au moins 1 an et les sécuriser. Entre-temps, ils ont le temps de faire un projet et puis la SNHLM leur a dit de façon très claire, nous allons reloger sans bourse déliée tous ceux qui ont eu des appartements ici. Je pense quand même que à mon avis, c'est un compromis qui va être acceptable. Pour ce qui est du dialogue national qui semble au point mort depuis son lancement le 28 mai dernier, le ministre de l'Intérieur évoque des problèmes de locaux et de logistique pour le comité de pilotage dirigé par Famara Ibrahima Sagna. Toutefois, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, selon le ministre de l'Intérieur. Ali Nguyen assure que le travail va bientôt démarrer. Le ministre de l'Intérieur, Ali Nguyen, qui était l'invité de RFM Matin. Un coup de poignard dans le dos, c'est en ces termes que le syndicat patronal de l'industrie hôtelière qualifie le rétablissement de la réciprocité du visa. Cette décision risque de plonger le secteur dans le gouffre. Moustapha Khan, secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal, demande aux autorités de faire machine arrière. Je dois vous avouer notre étonnement et notre grande surprise par rapport aux propos tenus par le ministre Ali Nguyen annonçant le rétablissement du visa d'entrée aux ressortissants européens. C'est une décision grave, dangereuse, irresponsable, irréfléchie. On se souvient de la décision malheureuse prise il y a de cela 5 ans. À l'époque, le président avait été sensibilisé par toute la profession. Aujourd'hui, qu'on annonce cette mesure, alors que nous venons du salon Teresa, qui est un salon professionnel qui regroupe 28 000 professionnels. Sur notre principal marché émetteur, nous sommes passés de 17 vols charters par semaine à 2 vols charters. Il n'y a que les 2 vols du kilomètre qui restent.
Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire aujourd'hui que les autorités aujourd'hui sont en contradiction avec leurs ambitions pour le tourisme. Nous, on était avec le ministre à Paris pour la tenue du Tobreza. Apparemment, le ministre n'était pas informé parce que nous avons communiqué sur cette question où nous, on était surpris, n'est-ce pas, de cette rumeur tendant à faire revenir le visa. En tout cas, nous, on interpelle l'État du Sénégal sur ses responsabilités par rapport à l'avenir du secteur. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un couteau, un poignard dans le dos que l'État vient, n'est-ce pas, d'administrer au secteur privé. Il n'y a pas eu de concertation et l'État sera responsable des cascades de licenciements qui interviendront dans le secteur. C'est pourquoi nous demandons à M. le Président, n'est-ce pas, de surseoir à cette décision qui n'est pas opportune. Les propos recueillis par Sorna Natambay. Voyons maintenant comment cela est apprécié sur la Petite Côte pour les acteurs du tourisme, les touristes aussi. La première expérience a montré que c'est une bonne décision, c'est une mauvaise décision plutôt. Elle risque de plomber le secteur. Abdourahmane Diallo. Au village artisanal de Saly, une cinquantaine de touristes trouvés sur les lieux. Certains sont venus pour visiter, d'autres pour acheter des cadeaux. Ils disent être contre le retour des visas d'entrée au Sénégal. Mehdi, en français. C'est une barrière supplémentaire à la facilité du touriste. Il faut simplifier tout ce qui est à faire pour amener les touristes. La facilité d'échange, les distributeurs, etc. C'est de l'argent en plus pour l'État sénégalais, mais c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut aller au consulat, il faut passer du temps, payer un droit de visite. Adia Maria Toufal a une boutique d'objets d'art. La chargée de la communication du village artisanal de Saly estime que l'heure est à la relance du secteur du tourisme. Déjà, on est en train toujours de vivre les méfaits, les inconvénients des visas qui étaient passés vers les années 2012-2013 comme ça. Donc on est en train de nous remettre, bien qu'on ne soit pas encore sur pied, on est en train de nous remettre. Si on entend parler encore des visas au Sénégal, vraiment on est inquiets. Nous les acteurs du tourisme, on est vraiment inquiets. Comme j'ai l'habitude de le dire, le tourisme, il faut tout faire pour que, quand il commence à s'incliner, il faut tout faire pour que ça ne tombe pas. Une fois tombé, tu as du mal à le relever. Certains hôteliers aussi interrogés disent être contre l'éventuel retour des visas d'entrée au Sénégal. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, la mort des deux garçons égorgés à Touba. Le ministre Ali Ngouille Ndiaye l'a évoqué dans RFM Matin, mais pour l'heure, aucune piste sérieuse. Les populations s'impatientent. Après sa tentative de suicide, le père se trouve toujours à l'hôpital où la police veille sur lui. Nous retrouverons lors de nos prochaines éditions le reportage de Marema Diop à Touba. Autre chose à présent, à 12h39 de la cendre toute noire, c'est déversé ce matin sur Gibraltar. Une poussière qui inquiète les habitants de ce quartier. Ces derniers ne savent pas si c'est toxique ou pas et interpellent les autorités. Nafisa Toussila. Tout Gibraltar 1 sous une pluie de cendres. De la poussière toute noire tombait ce matin sur ce quartier, les voitures toutes recouvertes de cette matière noire, occasionnant une inquiétude et une grosse frayeur chez les habitants. Matima Sondiaye, résidente de ce quartier. À 5h, j'étais déjà là, mais je n'ai rien vu. J'ai constaté ça vers 6h30 comme ça. Des taches noires, comme du charbon, éparpillées. J'ai même dit à mon mari, est-ce que ça c'est pas un puits de pétrole? Il m'a dit, c'est une pollution sûrement. Je ne sais pas d'où. Il a même dit que est-ce que ce ne sont pas les Chinois? C'était bizarre. Un peu plus loin, Mireille Lopez a fait le même constat. Elle est même en train de nettoyer sa maison et enlever cette cendre bizarre. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'était pas quelqu'un qui brûlait quelque chose ou une pollution? Mais là, ça commence à être inquiétant parce que c'est la première fois. Il faut que les gens voient ce que c'est. Parce qu'on pensait peut-être qu'on était en train de nettoyer l'atmosphère comme ils font chaque année, nettoyer à cause des moustiques. Mais ça, c'est pas pareil. C'est tout noir et c'est tombé sur nous. Il y en a que ça nous a touchés, mais on ne sait pas quelles sont les conséquences. Mais c'est tombé sur nous. Mais il faut qu'on aille voir ce que c'est. J'espère que ce n'est pas une pollution chimique ou autre chose. Omar Sis nous confirme que c'est tôt le matin que cette poussière s'est déversée sur les habitations. Sous ses yeux. C'était un peu avant 8h quand je regagnais mon atelier. Ça a commencé quand j'étais au niveau du supermarché Auchan. C'est vite tombé et on ne sait pas ce que c'est. Maman Ndoye, elle, s'inquiète pour les enfants. Je voyais les enfants fuir. Donc c'est ça quoi. Pour qu'au moins qu'on veille sur ça, parce qu'il y a les enfants qui vont à l'école, on ne sait pas si c'est bon pour les yeux ou bien ils peuvent respirer ça, on ne sait pas. Produits chimiques ou pas. Ça, parce qu'il y a les enfants qui vont à l'école, on ne sait pas si
c'est bon pour les yeux ou bien ils peuvent respirer ça, on ne sait pas. Produits chimiques ou pas, pour l'heure, les habitants de ce quartier interpellent les autorités pour que dans l'immédiat, ils soient édifiés sur cette pluie de cendres suspectes. RFM, la radio de toute l'actualité. Sit-in ce matin des travailleurs de la santé membres de l'Alliance de Gueusum devant les locaux du district sanitaire de Ziguinchor. Ils réclament le paiement de la dette due aux structures sanitaires par l'agence de la CMU. Autre revendication, le rétablissement dans leurs droits des agents affectés de façon arbitraire à Diouloulou. Écoutons à ce propos Ousmane Baye, secrétaire général de la section And Gueusum de Ziguinchor au micro de Lamine Ba. Depuis un an, quand la CMU rembourse un trimestre, nous remboursons à Yexina un trimestre. Nous avions montré, chiffres à l'appui, qu'en fait, avec Yexina, les postes de santé étaient endettés à un seuil tel que les postes ne pouvaient pas continuer à régler le problème de la gratuité. Or, la gratuité des 0,5 ans est un acquis pour les enfants de ce pays. Tout ce qui peut péjorer l'application de cet acquis-là ira à l'encontre de la loi et nous ne sommes pas prêts à être des gens qui affrontent la loi parce que de toutes les façons ces enfants-là ont eu plus de chances que d'autres qui sont nés avant eux. Le non-remboursement de la CMU par l'État au niveau des structures de santé, cela aussi nous ne pouvons pas l'admettre. Il y a une dette et l'État rembourse par trimestre alors que l'État devait aux structures plus de 1 an et demi de gratuité. Vous comprenez qu'un poste de santé qui ne reçoit pas ses fonds de dotation à temps ou qui ne le reçoit pas du tout, qui fait 1 an et demi de gratuité pour des enfants et qui ne reçoit pas de remboursement. Lorsque maintenant on lui ajoute une source d'endettement que constitue Yexina, qui amène ses médicaments, qui vous les dépose sans que vous ne le demandiez, qui se fait payer sans pour autant que vous ayez demandé à contracter cette dette-là, mais naturellement les postes de santé qui sont la cheville ouvrière vraiment de la mise en œuvre de l'initiative de gratuité 0,5 ans, mais lorsque les postes de santé ne peuvent plus suivre, l'initiative va péricliter. Et qui sera le perdant? Mais ça sera l'enfant de 0 à 5 ans qui devait bénéficier d'un droit. À 11h43 minutes plus tôt, la gestion de l'eau. La Sénégalaise des eaux croise les doigts. Elle est à l'écoute de la Cour suprême. C'est aujourd'hui que la juridiction doit rendre son verdict dans l'affaire de l'attribution à Suez du marché de la distribution de l'eau. La SDE avait estimé avoir fait l'offre financière la moins disante face à Suez. Son appel devant le comité de règlement des différends de la RMP avait été validé, ce qui avait entraîné un nouvel examen des offres, mais en avril, le contrat a été à nouveau attribué à Suez et en mai, un nouvel appel devant la RMP a été déclaré infructueux, d'où le recours devant la Cour suprême. En politique, Ousmane Sonko en conférence de presse cet après-midi, ce sera à 17h au siège de PASTEF sur la VDN. La rencontre avec les journalistes intervient 2 jours après l'interdiction de la conférence de presse de ses avocats par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il sera sans doute question de l'affaire des 94 milliards de francs CFA du titre foncier 1451R. L'Assemblée nationale va procéder demain à l'audition du rapport de la commission d'enquête parlementaire. La dépouille du capitaine El Hadj Moussa Thiam attendue à Dakar aujourd'hui. La cérémonie de levée du corps est prévue demain à 9h au camp Dial Diop sous la présidence du ministre des Forces armées. Le commandant de bord de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise qui a fait un crash en Centrafrique sera inhumé à Pout, sa ville natale. Le capitaine El Hadj Moussa Thiam était le seul rescapé de ce crash après la mort de 3 soldats sénégalais sur le coup. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le Sénégal s'engage pour l'adoption de la législation sur le traité international des armes. Il avait signé ce traité le 13 juin 2013 et l'avait ratifié en 2014. L'application des textes va permettre toutefois le transfert international des armes et lutter contre le trafic illicite d'armes, a dit Maguette Ndiaye. Lutter contre le terrorisme et à la prolifération des armes illicites, c'est ce que veut le Sénégal qui compte valider le projet de loi relatif à la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Le Sénégal est parti à la convention contre la lutte des armes, sur le commerce des armes, parce que cette convention est une convention importante des Nations Unies qui exhorte les États à faire en sorte qu'il y ait un contrôle interne dans leurs États pour éviter que la circulation des armes dans des conditions frauduleuses, dans des conditions non transparentes, ne mette en cause l'équilibre de nos États et ne provoque
davantage des crises et des conflits qui peuvent entraîner des morts un peu partout à travers le monde. La ratification du traité international d'un pays appelle toutefois à la conformité des lois internationales. Doudou Sall invite au respect des engagements. Doudou Sall, le directeur du contrôle des études et de la législation au ministère des Forces armées, invite au respect des engagements. Quand un pays ratifie un traité international, il est obligé d'en prendre les dispositions pertinentes et de les intégrer dans son ordonnancement juridique. C'est actuellement ce que le Sénégal est en train de faire. Et de ce point de vue, cela ne veut pas dire que cet exercice peut se faire du jour au lendemain. Il faut un long processus. À l'issue de ces 2 jours de discussion, les différentes parties prenantes espèrent une implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre de ce projet de loi afin d'assurer la paix dans le pays. Le compte-rendu de Adi Maguette Ndiaye sur l'atelier de validation sur l'avant-projet de loi et la mise en œuvre du traité de commerce d'armes qui s'est tenu aujourd'hui. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo et bienvenue. Bonjour à mon esclave qui est aux commandes aujourd'hui. On commence cette actualité internationale par le Bénin. 2 dialogues politiques qui sont ouverts ce jeudi. À l'appel du président Patrice Talon d'abord et ensuite de l'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, 2 dialogues politiques qui risquent de déboucher sur une crise politique plus aiguë depuis les dernières législatives où la majeure partie de la classe politique a été écartée par le président Talon de la course électorale. Rien ne va plus entre les acteurs politiques et au Bénin. Reportage en Gambie à présent où la cohabitation entre forces de l'ordre et chauffeurs n'est pas des meilleures. Ouri Diallo que nous retrouvons à Banjul. La Trikunda a un des carrefours sur l'autoroute 2x2 voies menant à la capitale Banjul. Une femme un peu costaude, taille moyenne, casquette bien visée, un sifflet rouge sur sa main gauche, une policière. Les personnes, leurs biens, les véhicules, beaucoup de véhicules d'ailleurs, les disputes entre conducteurs qui s'arrachent parfois le passage et très vite un embouteillage est créé. Les ingrédients sont réunis pour énerver la policière, alors elle dégaine et lâche une insulte sur un chauffeur de minicar. Ce dernier répond et s'en va. Ces chauffeurs, eux, prennent la parole. Si tu as 5 000 francs, tu dépenses tout sur le trajet, alors que tu as un véhicule neuf, tu es obligé de donner de l'argent aux policiers. C'est ça la règle. Insulter aux policiers, personne n'y pense. Et surtout, du temps de Yaya Jammeh, personne n'osait même pas regarder, encore moins insulter un policier. Point de vue d'un citoyen, insulter est à bannir, dit-il. RFM à Banjul, Ouri Diallo. Binta Peter Hank, prix Nobel 2019, ce prix Nobel 2019 de littérature. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. On va essayer, Georges. En tout cas, l'information est tombée tout à l'heure. Le prix Nobel 2019 de littérature a été décerné à l'Autrichien Peter Hank. Et pour celui de 2018, le prix est allé à la Polonaise Olga Tokarczuk. Une décision de l'Académie suédoise. Peter Hank est l'un des auteurs de langue allemande les plus lus dans le monde. Et l'on termine par la Suisse qui est retirée de la liste grise de l'Union européenne. Elle ne constitue pas un paradis fiscal. C'est l'Union européenne qui l'a révélé aujourd'hui pour ensuite retirer la Suisse de sa liste grise des paradis fiscaux. L'UE estime que la Suisse est toujours conformée aux engagements en matière de coopération fiscale. C'est tout, Georges. Merci, Binta Diallo. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Georges Déthié. Principale actualité du jour, Brésil-Sénégal. Justement, ce sera tout à l'heure, dans un peu moins de 10 minutes, la rencontre tant attendue entre le Sénégal et le Brésil. Il s'agit d'un match amical international qui va se dérouler à Singapour. Ce matin, nous avons fait le tour de quelques artères de la capitale pour recueillir les propos des Sénégalais. Ils donnent leur avis dans ce match. Le match Sénégal-Brésil, je suis désolé, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas photo entre Brésil et Sénégal. Vis-à-vis, on a une équipe, mais on n'a pas un entraîneur qu'il faut. Vraiment, on a des joueurs potentiels, mais on n'a pas un entraîneur
qu'il faut. Et c'est dommage pour le Sénégal, pour un pays de football comme le Sénégal, je suis désolé. On joue avec le Brésil, c'est une grande équipe. Donc c'est beau là, c'est beau de jouer contre ces grandes équipes avec, comme le Brésil, la France, ainsi de suite. Bon, je tends un 4-3-3 parce que c'est un match amical, donc c'est pas obligé d'être là à défendre. Donc on doit être offensif. Pour gagner cette équipe de Brésil, il faut être très 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 offensif. Je souhaite et je demande au bon Dieu que le Sénégal gagne en tant que Sénégalaise. Peut-être un 2-1 si le bon Dieu le veut du Sénégal, que le meilleur gagne, voilà, et que Dieu fasse le meilleur pour nous tous. Des propos recueillis par Fatouma Talé. Puis nous parlons de Génération Foot qui va rejouer son match contre Zamalek d'Égypte le 24 octobre prochain suite à une décision de la Confédération africaine de football. Vous vous souvenez donc qu'il y a eu une brouille lors de la manche retour qui était prévue au Caire et finalement Génération Foot n'a pas voulu jouer et rentrer au Sénégal. Cette décision qui a été prise semble en tout cas ne pas faire totalement les affaires de Génération Foot. Tout de même, l'équipe de Denis Biramdao se dit prête à jouer cette rencontre. Nous allons entendre donc le reporter de Sodetiam qui a tendu le micro à certains joueurs de l'équipe nationale du Sénégal qui participent présentement au tournoi du Lufoa et qui sont aussi des joueurs de Génération Foot. Reportage. La CAF a tranché concernant le 16e de finale retour entre Zamalek et Génération Foot. Le match est prévu désormais le 24 octobre. Les joueurs du club de Denis Biramdao ne s'y attendaient pas, nous dit Hadim Diao. Vraiment, on ne s'attendait pas à ce genre de situation. Maintenant, du moment que la chose s'impose à nous, on va s'y mettre. On est juste des joueurs et on va jouer comme tout le monde. La dernière décision revient à nos dirigeants. S'ils prennent la décision de rejouer le match, donc il n'y a pas de souci. Nous, on est juste des joueurs, on va exécuter. Cette situation ne laisse pas indifférents les joueurs de Génération Foot, explique le capitaine Djibril Tchalaou Diop. Vraiment, cette décision de la CAF nous a affectés. Mais vous savez, on est obligé de le faire parce que ce qui est sûr, c'est que si toutefois Génération Foot s'était comporté de la sorte, à coup sûr, la CAF allait décider de nous suspendre. Maintenant, comme c'est Zamalek, voilà, c'est une décision en tout cas qui n'est pas juste à mon avis. Mais bon, on a un avantage, on a un avantage et nous allons donc préserver cet avantage parce que si on ne joue pas, on dira que Génération Foot a peur de Zamalek et ce n'est pas le cas. Tout compte fait, ces joueurs qui participent actuellement au tournoi UFOA sont déterminés et prêts à jouer cette rencontre. Mentalement, on est prêt à faire face à toute épreuve. On n'a rien à craindre. Zamalek, ça reste une équipe. Et puis, nous allons la jouer. D'ailleurs, on l'a déjà joué, on l'a battu au Sénégal. Donc, il faut être costaud sur le plan mental. On va y aller pour jouer. S'il y a possibilité de les battre, même chez eux, on le fera. Dans 2 semaines, Génération Foot va affronter Zamalek en terre égyptienne. Lors de la manche aller, Génération Foot s'était imposée à domicile par 2-1. À 11h53, chers Tidiane Diagne, c'est la fin de cette page des sports et c'est le top départ